intitulé ça « Les gens du livre en Suisse », puisque c'est l'intitulé de ce séminaire. Enjeu méthodologique et très spécifique. Donc j'essaierai d'aborder la question de la prosopographie autour des métiers du livre, mais pour que ça ait quand même un sens, je crois qu'il est nécessaire d'introduire le propos par quelques éléments sur le paysage politique et culturel de la Suisse. J'imagine que c'est une réalité qui n'est pas totalement familière, mais j'irai très vite sur ce plan. Quelques jalons concernant l'histoire du livre et de l'édition en Suisse. Alors là aussi, j'irai très vite, vu le temps à disposition. Ce seront des jalons, ce ne sera pas un discours à prétention encyclopédique. Et puis, j'essaierai donc de donner quelques éléments sur une première approche prosopographique, un premier portrait de groupe, un peu bricolé, comme je l'ai indiqué ici, dans la mesure où, a priori, ce travail reste encore très largement à faire pour la Suisse. Nous n'avons pas de dictionnaire spécifique autour des métiers du livre. Alors j'avais entamé un petit peu cette démarche dans le cadre de ma thèse, que José a évoquée, et puis j'ai essayé de le reprendre plus récemment à partir d'instruments de travail que je vous présenterai. Alors, sur les 2 ou 3 éléments sur le contexte à la fois politique et culturel de la Suisse, bon, il y a un élément qui me semble important à rappeler, c'est la diversité linguistique du pays, qui n'est pas du tout d'ailleurs exceptionnelle et atypique. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais voilà un tout petit peu les rapports de force entre les différentes régions linguistiques du pays. Cette carte date de 2000, mais les frontières linguistiques n'ont pas énormément évolué, évidemment, que si on se penchait de manière plus précise sur les autres frontières, on verrait quelques évolutions. Mais donc on a une partie en vert qui est la partie de la Suisse francophone, qui recouvre environ 25% de la population. La partie germanophone en orange, environ 60-65% de la population. Et puis vous avez une partie italophone, très largement représentée par le canton du Tessin. Là, on est à environ 7 à 8% de la population, avec également des régions italophones dans le canton voisin des Grisons. Et puis, le parler romanche, 4e langue nationale depuis les années 1930, qui est ici en violet foncé, et qui reste donc extrêmement marginal. Donc ce qui est évidemment important, outre ce rapport de force très favorable à la portion germanophone, c'est de voir qu'on a 3 principales régions qui sont évidemment soumises à des rapports d'interaction, mais également des rapports de domination avec les grands voisins, avec les grands pays voisins que sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Évidemment, pour le marché du livre, cette situation est tout à fait fondamentale. On aura l'occasion d'y revenir. Sur les caractéristiques sociopolitiques, il faut garder en tête cette date de 1848, qui est le moment où se constitue l'État fédéral qu'on appelle moderne, pour le distinguer de la confédération d'États, qui était la situation qui présidait à l'organisation de la confédération auparavant. Un État fédéral donc qui comprend aujourd'hui 26 cantons, un peu l'équivalent des provinces ici, et un État fédéral qui, à partir de 1848, va développer des prérogatives plus importantes dans un certain nombre de domaines sur lesquels je reviendrai. Cette borne de 1848, elle correspond également à l'avènement d'une nouvelle constitution assez proche de la constitution américaine, avec un système bicaméral. On a parlé d'ailleurs, on a
souvent souligné ce rapport de voisinage avec les États-Unis en parlant de sister republics pour désigner les États-Unis et la Suisse. Et puis, jusqu'au dernier tiers du XIXe siècle, il faut garder en tête le fait que c'est la seule démocratie sur le continent européen, et donc la Suisse bénéficiant dès les années 1830 au sein des différents cantons de constitutions qui sont relativement libérales. Cela va favoriser l'émergence d'un tissu de maisons d'édition, mais également d'imprimeries qui vont accueillir des réfugiés italiens, allemands notamment, qui vont mener à partir du territoire suisse un combat pour le développement du libéralisme ou pour le développement d'une forme d'État-nation. Et puis la troisième caractéristique que je soulignerai de nouveau de manière extrêmement rapide, c'est cette formation relativement précoce d'un espace public, au sens un peu à Habermas, on entend cette notion d'espace public, donc un espace qui est caractérisé justement par une certaine forme de libéralisme et une sociabilité extrêmement dense, rendue possible par cette exiguïté du territoire, une multiplication de petits centres urbains qui va justement se concrétiser par la multiplication d'imprimeries, chaque ville, chaque petite ville ayant notamment son journal, qui va se caractériser aussi par l'essaimage d'un réseau de bibliothèques relativement important au XIXe siècle, et puis par les spécificités d'un développement économique qui est caractérisé par une industrialisation relativement précoce, et surtout dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, par une proto-industrialisation caractérisée par le travail à domicile qui concerne surtout deux grands secteurs, l'horlogerie pour l'arc jurassien, mais également pour la région genevoise, où finalement un certain nombre de paysans travaillent la montre pendant l'hiver, et puis dans la Suisse orientale, le textile, qu'il s'agisse du coton, de la soie, ou des entrepreneurs de la ville viennent apporter la matière première aux zones périphériques, aux zones rurales, pour travailler le coton ou la soie sur des métiers dans les différentes fermes de ces régions rurales. Donc ceci amène à la fois à développer ce réseau de sociabilité extrêmement important, favorise également un essor économique de ces régions périphériques, donne également à ces populations un certain pouvoir d'achat qui leur permettent déjà à la fin du XVIIIe siècle de pouvoir disposer, disons, d'un petit capital pour des dépenses qui sont, si ce n'est des dépenses de loisirs, en tout cas certaines dépenses culturelles. Voilà un peu le cadre extrêmement général, et je passerai ensuite à ces quelques jalons autour de l'histoire du livre et de l'imprimé en Suisse, en soulignant aussi deux ou trois travaux ou deux ou trois entreprises historiographiques relativement récentes. J'avais fait parvenir à José un petit état des lieux historiographique que j'avais fait il y a maintenant 3 ou 4 ans, je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance, qui vous montre que bon, l'histoire du livre en Suisse, petite parenthèse historiographique, est à la fois relativement pauvre sur le plan institutionnel. Il n'y a pas de chaire consacrée à l'histoire du livre et de l'édition, il n'y a pas véritablement d'institution
groupe de recherche spécialement dévolu à ce type de thématique, mais en même temps, on a depuis une quinzaine d'années un nombre de travaux relativement importants liés à une histoire qui est évidemment relativement dense, voire relativement prestigieuse, des travaux qui ont été surtout nourris par des historiens plutôt que par des littéraires, et plutôt par des historiens francophones, influencés notamment par le développement de l'histoire culturelle à la française, si l'on peut dire. C'est surtout un peu dans cette mouvance et dans ce trend que les travaux se sont développés depuis une vingtaine d'années. Par rapport au XVIIIe siècle, donc, encore une fois, je ne vais pas vous faire un discours très articulé sur l'histoire du livre dans tous ses tenants et aboutissants, mais gardons en tête, et sans remonter à la période de la Réforme, qui serait évidemment une première borne chronologique importante pour montrer déjà un premier essor important d'un tissu d'imprimerie et de librairie. Mais passons au XVIIIe siècle, et surtout la période, grosso modo, entre 1740 et 1780, qui constitue une sorte de petit âge d'or de l'édition suisse, mais également de la librairie suisse, dans la mesure où la Suisse est à la fois un lieu de production relativement important, qui profite d'une certaine manière des marges de manœuvre que lui offrent des espaces de liberté qui sont plus importants que dans les grands pays voisins, mais également un espace de transit pour la circulation du livre. Alors, j'illustre en fait ce phénomène simplement en faisant référence à 2 ou 3 travaux, ici ceux relativement classiques et anciens de Gilles Barber, qui a travaillé sur la librairie genevoise, et qui a notamment travaillé sur les frères Kramer, libraires à Genève, qui ont été également des éditeurs de Voltaire. Et il a pu retracer, à travers les livres de contes de ces libraires, la géographie des correspondants entre 1755 et 1766. Il l'a fait également pour d'autres maisons. Et on voit bien ici ce rôle de transit de la librairie genevoise qui est donc très ouverte sur la France, qui concentre le plus grand nombre de correspondants, mais également les États italiens, la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, avec pour ces destinations beaucoup de livres en latin, les livres latins qui vont ensuite, pour certains d'entre eux, franchir l'Atlantique. Et puis on voit évidemment d'autres pays européens qui sont également représentés sur ce tableau. Évidemment, l'autre grande entreprise à la fois d'impression et de librairie, auquel on pense tout de suite lorsqu'on évoque le XVIIIe siècle dans la région de la Suisse, et plus spécifiquement de la Suisse francophone, c'est la Société typographique de Neuchâtel, dont vous avez certainement entendu parler, même si vous n'êtes pas peut-être 18e-iste, mais vous avez certainement lu les travaux de Robert Darnton, qui a été pendant longtemps le spécialiste mondial, disons, de la société typographique. Je mentionne ici un site que j'ai découvert justement à Jinan, dans des conditions assez improbables. Voilà, le banquet lié au Congrès international des sciences historiques, où je rencontre quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est Simon Burrows, un Australien, qui se présente à moi en me disant ah, vous êtes suisse, ah, en plus vous habitez Neuchâtel. Je connais très bien Neuchâtel, j'y ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Ma curiosité était éveillée, je lui ai demandé ce qu'il faisait à Neuchâtel. Il m'a dit qu'il travaillait sur les archives de la Société typographique. Et il a construit une véritable base de données autour des archives de la Société typographique, que je vous encourage à aller voir. Donc, vous la trouvez sous ce terme STN Online Database, une base de données qui permet de cartographier le réseau marchand, notamment lié à
cette société. Donc on peut, par exemple, je vous donne ça simplement pour peut-être vous inciter à aller voir ce site que je trouve tout à fait étonnant. Par exemple, vous pouvez sélectionner les destinations des ventes pour certains secteurs de la production ou de la diffusion du livre. Vous pouvez aussi sélectionner et bien séparer ce qui est de l'ordre de la production de la société typographique elle-même ou de son rôle de librairie de groupe qu'elle jouait également à l'époque. Et si vous introduisez comme terme thématique les ouvrages pornographiques, n'y voyez aucune malice de ma part, voilà, vous avez un peu le réseau de diffusion de ces ouvrages depuis Neuchâtel dans les différents espaces européens. Plus on va dans le rouge foncé, plus on a une densité, disons, de correspondants et donc de diffusion de ces ouvrages. Pour montrer ce rôle de la librairie à cette époque, on peut prendre ici les destinations des ventes d'ouvrages portant l'adresse d'Amsterdam. Et vous voyez ici que la société typographique sert de relais pour des ouvrages qui ne sont pas produits par elle, mais qui sont imprimés dans d'autres régions. Ce qui suppose ici évidemment de faire le tri entre les vraies et les fausses adresses, ce qui est relativement compliqué. Et puis vous avez, ce sera la dernière slide là autour, aussi la possibilité de trouver des listes de best-sellers. Alors ici j'ai fait le tri en prenant que les productions de la société typographique, et on voit que si on prend le top 10 des 10 ouvrages les plus vendus par la société typographique entre 1760 et le milieu des années 1780, on voit en même temps, et c'est ce qui est intéressant dans ce travail absolument monumental réalisé par Burroughs, c'est que finalement les ouvrages qui sont les plus diffusés ne sont pas du tout liés aux ouvrages pornographiques justement ou philosophiques qui sont généralement liés à la société typographique, mais c'est l'abrégé de l'histoire sainte, c'est la Bible, c'est une géographie d'Osterwald, et finalement c'est ces titres-là qui ont quand même la plus grande résonance dans l'espace européen avant ces publications sur lesquelles on a peut-être davantage mis l'accent de par leur caractère scandaleux, mais qui, en termes de diffusion, jouent un rôle non pas négligeable, mais moindre. Voilà, deux ou trois aspects. Je soulignerai encore un élément pour évoquer également la Suisse germanophone. Une grande maison de cette époque, qui est Aurel Gessner et compagnie, qui va notamment publier dans ces années 1760 le théâtre complet de Shakespeare, et donc jouer un très grand rôle dans le transfert des œuvres de Shakespeare dans l'espace germanique. Et ce rôle de transfert des milieux du livre suisse se retrouve un peu à toutes les époques, et peut connaître encore un certain nombre de prolongements et de continuités à la période contemporaine, avec une activité de traduction qui reste extrêmement importante. Je passe sur, et j'irai un peu plus vite sur les autres bornes historiques. Je n'ai évidemment pas de montre. Donc cette deuxième borne sur laquelle je voulais insister, c'est celle de 1848. Alors la création de l'État fédéral, elle marque, comme je l'ai dit, la délégation d'un certain nombre de fonctions au pouvoir central, notamment fonctions militaires, fonctions en matière de politique étrangère, qui désormais relèvera de l'État central. La question des douanes, ça c'est évidemment un aspect tout à fait fondamental, et puis la question des communications et des transports, et notamment la mise en place du premier réseau postal au niveau fédéral, mais également ferroviaire.
Alors ça, c'est évidemment quelque chose d'important qui va contribuer à dynamiser de manière forte le commerce du livre, dans la mesure où les barrières, notamment douanières, cantonales, sont levées et vont désormais pouvoir faciliter le commerce et le développement d'un réseau de transport entre les différents cantons. Et puis on va voir le développement, c'est évidemment pas un hasard, des premières associations professionnelles, avec au niveau suisse, l'association suisse des libraires, 1849, donc justement une année après la création de l'État fédéral. Jusque-là, les principaux libraires alémaniques sont membres du Deutscher Börsenverein, donc de l'association professionnelle allemande, mais finalement avec la nouvelle configuration politique de 1848, avec notamment les enjeux croissants que vont représenter les discussions douanières avec les pays voisins, et la nécessité de pouvoir dialoguer de manière concertée avec un certain nombre d'interlocuteurs internationaux, il va s'agir de se mettre ensemble et notamment de lutter pour des tarifs douaniers qui soient les plus favorables à une circulation et une exportation en l'occurrence des publications suisses, mais également, si possible, d'endiguer dans la mesure du possible une trop grande importation des publications, notamment allemandes. On a ces mêmes préoccupations avec, comme la configuration des rapports professionnels et de l'intégration des différents acteurs avec les pays voisins est assez différente. On va voir la création d'une société professionnelle purement francophone, c'est la Société des libraires éditeurs de Suisse romande en 1866. Et puis on a également les imprimeurs, les propriétaires d'imprimeries plus exactement, qui vont également se réunir en association professionnelle dans les années 1860. Troisième étape importante, c'est vraiment la phase de décollage qui est liée à ce qu'on appelle la deuxième révolution du livre, l'émergence de nouvelles techniques, notamment dans le domaine de l'impression, les progrès de l'instruction publique, mais également l'avènement de classes moyennes qui vont être dotées d'un pouvoir d'achat désormais beaucoup plus important. Et donc, à partir de 1880, on voit, ce que j'avais montré dans le cadre de ma thèse, une explosion de la production imprimée et une structuration aussi beaucoup plus importante de ce champ. Évidemment que le champ éditorial doit composer avec une concurrence accrue, tant au niveau interne, avec la multiplication des imprimeries, des maisons d'édition, mais également externe, de par des voisins, l'Allemagne et la France, qui produisent également de manière extrêmement intense et pour lesquels le marché suisse est un marché tout à fait important. Par rapport à cette concurrence, les éditeurs vont diversifier leur production, essayer de miser sur à la fois certains secteurs qui sont toujours les secteurs porteurs de l'édition au XIXe siècle, notamment le secteur scolaire, également le secteur religieux, que je n'ai pas évoqué ici, aussi bien du côté protestant que catholique, mais également vont se développer autour de certains produits plus spécifiques, des produits comme par exemple le roman régionaliste, qui va essayer de se démarquer du roman français, que l'on va stigmatisé comme immoral, sur la base également de nouveaux supports, donc de publications à bas coût, et puis des produits de niche avec le domaine du bon livre, qu'il s'agisse du livre illustré ou du livre photographique au début du XXe siècle. On voit apparaître également de nouveaux acteurs qui vont prendre une stature, une dimension économique beaucoup plus importante. Parmi ces acteurs les plus importants de cette période, on peut citer
la librairie Payot, donc librairie mais qui va être également maison d'édition à partir de la fin du XIXe siècle, en misant justement sur le développement du secteur scolaire. Et là, je vous ai mis ce frontispice d'un des catalogues de la maison qui montre l'immeuble Payot au centre de Lausanne, à l'angle d'une des artères commerçantes les plus importantes de la ville. Et ce nouvel immeuble qui se veut à la fois une sorte de manifeste architectural de la puissance du livre, parce que on a réfléchi à ce que le bâtiment ait d'une certaine manière la forme même d'un livre, et puis on a sur la façade non seulement la mention de la librairie Payot, mais tout au sommet on retrouve disons les armes de Payot ancrées cette fois dans la pierre, avec également les grandes vitrines qui caractérisent la librairie désormais moderne. Donc cette maison Payot, elle va connaître un développement tout à fait impressionnant, avec à la fois une concentration verticale de ses activités. Elle va prendre des participations dans le monde de l'imprimerie, mais également dans le monde des kiosques qui commencent à se développer, et puis une concentration horizontale en ouvrant toute une série de succursales en Suisse romande, mais également en Suisse allemande. C'est donc une maison et une des rares qui va essayer de s'implanter sur les deux marchés, les deux principaux marchés du monde du livre de cette époque. Je signale également que, puisque l'histoire de la librairie a été longtemps négligée, qu'une thèse est en train de s'achever autour de l'histoire de la librairie Payot, plus sur la période de l'après-guerre, pour des raisons qui sont tout simplement liées aux sources documentaires, période de l'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre mondiale n'ayant pas permis de reconstituer des ressources documentaires un peu homogènes. Quatrième période, c'est cette période d'autonomisation de la figure de l'éditeur. Jusque-là, l'éditeur est encore soit imprimeur, soit libraire. Et on voit apparaître dans les années 1930 ce que j'ai appelé la bande des quatre, des noms qui vous sont peut-être connus, Mermot, qui sera l'éditeur suisse de Ramu, Mermot qui crée la Guilde du livre, donc un club de livres qui va connaître un très bel essor entre les années 30 et le début des années 70. La Guilde du livre, donc, Albert Skira, son éditeur d'art, qu'il est sans doute pas nécessaire de présenter, et Hermann Hauser. Donc 4 personnages qui ont véritablement comme caractéristique et comme spécificité d'être purement éditeurs. Et puis on a cette période qui est cette période de nouvel âge d'or de l'édition suisse, et tout particulièrement suisse francophone, qui est la période de la guerre. Inutile d'insister sur cette dimension qui n'était pas simplement travaillée, et qui caractérise aussi un essor de l'édition québécoise tout à fait spectaculaire, en lien évidemment avec la recomposition des rapports de force du marché francophone suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit donc l'émergence d'une série de nouvelles maisons où le décollage, disons, de maisons plus anciennes. Et puis je termine sur cette période de l'après-guerre pour souligner encore un autre élément qui est le poids des arts graphiques, et notamment le rôle de Lausanne comme capitale internationale des arts graphiques, qui va notamment se matérialiser par le développement de 2 ou 3 imprimeries qui vont connaître une réputation internationale, notamment dans le domaine de l'héliogravure, et puis un poids des arts graphiques qui est également matérialisé par l'essor d'un deuxième club de livres qui est Rencontre,
contre, j'ai juste mis une petite publicité qui permet de rappeler ces reliures caractéristiques. On trouve des ouvrages de rencontre ici chez les bouquinistes, sans doute. Donc, ces couvertures en sky vertex qui ont fait un peu leur réputation. Et c'est un véritable empire avec 650 000 abonnés à la fin des années 60, 1200 employés, dont 700 à Lausanne, avec des succursales dans les différents pays francophones, mais également en Allemagne et dans d'autres pays. Et on connaît évidemment Rencontre pour ses collections de classiques, mais n'oublions pas que Rencontre a aussi beaucoup développé des collections de vulgarisation scientifique, des collections de vulgarisation scientifique qui ont permis justement de faire travailler des graphistes, des maquettistes, des photographes, et donc de nourrir ce milieu des arts graphiques qui va connaître cette sorte d'âge d'or jusqu'aux perturbations économiques des années 70, notamment les mouvements monétaires rendant ensuite le franc suisse plus compétitif, disons, pour attirer des éditeurs qui viendraient, qui seraient venus imprimer à Lausanne leurs ouvrages. C'est également la phase de développement d'une nouvelle phase de la littérature romande, de la littérature francophone, portée par des acteurs comme Bertil Galland d'un côté, qui va donc beaucoup miser sur cette notion même de littérature romande, et Vladimir Dmitrievitch avec L'Âge d'Homme, qui, outre le fait de jouer ce rôle de passeur par rapport à la littérature slave, va également développer plusieurs collections liées à la littérature régionale. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon. Je termine aussi, puisque je vous disais que je voulais également vous montrer un certain nombre d'entreprises relativement récentes pour incarner aussi ce milieu des arts graphiques. Je vous signale ce site qui est une exposition virtuelle réalisée par un collègue de l'UNIL, Olivier Hugon, qui a travaillé sur le livre photographique, le livre de photographie à Lausanne entre 1945 et 1975. C'est un très beau site où justement vous trouvez aussi beaucoup d'informations sur ces imprimeries et sur ce milieu extrêmement dense d'imprimeurs, d'éditeurs, de graphistes, de photographes autour de la Lausanne de l'après-guerre. Alors, j'en viens au dernier volet, qui est ce volet plus prosopographique, autour de ces gens et des métiers du livre. Alors, encore une fois, on dispose évidemment d'un certain nombre d'instruments de travail pour essayer de repérer des informations biographiques propres à documenter ces métiers du livre dans la longue durée, mais ils sont quand même relativement limités ou très spécialisés. Il existe des dictionnaires dans certains domaines, je l'ai mis ici. Il y a un dictionnaire suisse des artistes, des militaires, ça c'est la moindre des choses pour un pays qui a une partie de son identité autour joue une partie de son identité autour de l'armée, sur les conseillers fédéraux, etc. etc. Mais pour l'instant, évidemment, aucune entreprise n'a été élaborée autour des métiers du livre ou de l'édition. Il y a quand même 2 ou 3 instruments de travail que je vous signale. D'abord, peut-être ce site, la base de données des élites suisses au XXe siècle, qui est probablement le plus gros projet à l'heure actuelle en Suisse de type prosopographique. Alors là, ils ont travaillé de manière assez spécifique, en travaillant sur 5 dates, et donc 5 cohortes pour le XXe siècle. Je
rappelle plus exactement lesquelles. Il y en a une pour avant la Première Guerre mondiale, une pour l'entre-deux-guerres, et puis ensuite 3 dates qui couvrent la deuxième moitié du XXe siècle. Et ils ont commencé par les élites politiques, en prenant donc systématiquement tous les parlementaires actifs durant les années qui constituent l'échantillonnage. Ils ont travaillé également sur les élites économiques, en prenant les conseils d'administration des 100 principales firmes ou entreprises en activité durant ces années-là. Et puis maintenant, ils sont en train d'élargir le projet aux élites académiques et aux élites culturelles. Donc c'est assez intéressant de voir, vous pouvez y accéder et entrer directement dans la base, simplement en vous inscrivant, de voir comment ils ont construit leur masque et comment ce projet se développe. Il existe quand même quelques sites ou quelques démarches propres au métier du livre, mais cela concerne la période antérieure à la Révolution. Je signale ce répertoire relativement sommaire mais extrêmement utile, le répertoire des imprimeurs et éditeurs suisses actifs avant 1800, répond à l'acronyme RIEC. Alors vous avez des informations qui sont assez basiques, mais qui sont évidemment très utiles si vous voulez repérer un certain nombre d'acteurs pour cette période avant 1800. Et puis je vous signale également un autre site pour le 18e qui s'est développé également à Lausanne de manière assez récente, qui est le site Lumière Lausanne, qui est à la fois un site d'édition de textes, donc de transcription de textes de sources du XVIIIe siècle, mais qui est également un site qui permet d'accéder à des notices biographiques. Là aussi, vous pouvez retrouver un masque qui organise un tout petit peu ces informations, et évidemment, vous retrouvez un certain nombre d'acteurs du monde du livre, ici, François Grasset. Pour passer au dernier volet, j'ai fait comme je l'ai dit, j'avais fait un premier portrait de groupe des éditeurs suisses francophones dans le cadre de ma thèse, mais pour la période 1880-1920, donc sur une période extrêmement limitée, et je dois dire que j'avais passablement ramé, disons, pour trouver des informations quelque peu homogènes sur l'ensemble de cette population. Et donc, quelques années plus tard, j'ai refait ce travail en utilisant alors, un nouvel instrument de travail qui s'est développé au cours des 25 dernières années, qui est le dictionnaire historique de la Suisse, donc un très gros projet encyclopédique trilingue, avec 13 volumes imprimés qui recouvrent environ 36 000 articles, un dictionnaire qui recouvre 4 types d'entrées, des biographies, c'est ce qui m'intéresse ici, mais également des familles, des entrées géographiques et des entrées thématiques. Des entrées qui ont fait l'objet d'une sélection par un collectif d'experts, soit d'experts régionaux, soit d'experts de différentes thématiques. Et puis, ce qui est intéressant dans ce projet, qui à cet égard a été relativement précurseur, c'est que très vite l'édition papier a été jumelée avec un site et toutes les notices sont en open access sous l'adresse www.dhs.ch où vous retrouvez donc toutes les notices du dictionnaire, sauf l'illustration. Et actuellement, un nouveau projet de dictionnaire historique multimédia est en train d'être mis en chantier. Donc voilà, si vous cherchez des informations sur la Suisse, c'est là que vous avez peut-être le plus de chances de les retrouver. Voilà comment se matérialise le masque du site web, avec la possibilité d'interroger les notices dans les 3 langues. Ça, c'est également une des caractéristiques. Alors,
L'avantage pour, si on veut travailler sur les métiers du livre au sein du dictionnaire, c'est qu'on a une représentativité assez équilibrée des différentes régions et villes, et puis surtout des notices qui sont homogènes dans les informations proposées. Il y a véritablement une grille d'analyse qui était proposée aux auteurs. Les inconvénients, c'est que, en fait, une population liée à une profession, liée à une thématique, ne peut être isolée très très facilement. Ici, finalement, j'ai fait un travail, un peu un travail de singe, donc de rechercher par le terme imprimeur et éditeur en mode plain text pour repérer, disons, ces métiers du livre dans le corpus du dictionnaire. Autre biais, le choix de ces figures, il est le plus souvent lié à la carrière politique et surtout au rôle aussi d'homme de presse de ces personnages, plus que sur le rôle culturel et intellectuel qu'ils ont pu jouer. Donc, difficulté d'avoir un véritable portrait de groupe. Alors j'ai retravaillé ce matériel et à partir d'une notice individuelle telle qu'elle figure dans le dictionnaire, voilà une notice standard, avec évidemment les dates de naissance, de mort, la confession, l'origine, la filiation, le mariage, et puis ensuite formation et les différentes étapes professionnelles. Alors j'ai retraité ces informations dans un masque de base de données de type FileMaker pour pouvoir un tout petit peu mieux organiser le matériel. Alors voilà ce que ça donne, et puis je terminerai là-dessus. Alors ça permet de repérer 212 individus actifs entre la fin du XVIIIe siècle et 2000. Bon, en fait, il y a une borne chronologique. Je crois que les personnes vivantes ne sont prises en compte que si elles sont nées après 1950, donc ça réduit quand même l'échantillonnage. Alors voilà, disons, un premier camembert un peu général sur la répartition socio-professionnelle de cette population. C'est évidemment des catégories qui sont relativement floues. Je les ai reprises vraiment du dictionnaire, c'est-à-dire là où leur activité d'imprimeur, de libraire et d'éditeur était signalée de manière commune, j'ai créé la catégorie imprimeur, libraire, éditeur, tandis que là où on mentionnait que l'activité d'imprimeur, je les ai réunis sous cette seule catégorie. Alors bon, en fait, du fait de la dilatation chronologique extrêmement importante, ce camembert ne veut pas dire grand-chose. Il est plutôt là aussi pour peut-être vous inciter à être toujours très critique par rapport aux bons graphiques qu'on peut parfois vous présenter grâce aux moyens techniques, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Ici, ce que je trouve plus intéressant, c'est d'analyser la représentation plutôt en creux. En fait, on voit que, en tout cas dans un dictionnaire encyclopédique comme le dictionnaire historique de la Suisse, la définition, ce qui ressort quand on interroge un peu les catégories liées au métier du livre, nous fait apparaître une définition qui est extrêmement restreinte de ce que sont les métiers du livre. Parce que par exemple, on ne voit pas du tout apparaître les graphistes, les papetiers, les fondeurs de caractères, donc toute une série de professions extrêmement importantes et qui sont quasi effacées, disons, dans ce type d'entreprise et qui en fait n'ont pas retenu l'attention des experts qui devaient essayer de repérer les personnages les plus importants dans leur domaine respectif. Donc on voit, je
c'est en ce sens que je trouve ce graphique intéressant, c'est qu'il nous montre une image qui est en fait extrêmement partielle des métiers du livre, et ce qui nous rend attentifs à la véritable nécessité, je crois, de multiplier des travaux prosopographiques sur ce domaine, prenant en compte la diversité des métiers liés à la fabrication, à la diffusion et à la distribution de l'imprimé. Deux ou trois quand même éléments qui peuvent ressortir de ce petit travail. D'abord pour souligner les diversités régionales. Alors de nouveau, c'est une répartition qui ne porte que sur la présence des métiers du livre dans le dictionnaire, et donc ça n'a rien à voir avec une vision entre guillemets objective de la répartition de ces métiers dans les différents espaces géographiques, mais on voit quand même quelques tendances, et par rapport à la moyenne helvétique, on voit que certaines régions se caractérisent par une prédominance plutôt de tel type d'acteurs plutôt que tel autre. Encore une fois, quelque chose qu'il faut prendre évidemment avec beaucoup de pincettes sur le plan méthodologique. On peut également développer les choses sur le plan de la chronologie. Alors bon, ici c'est une évolution par génération, mais suivant la date de naissance des intéressés. Donc en fait, il faut chaque fois rajouter presque une génération ou 25 ans pour imaginer que c'est pour faire le décalage avec l'activité véritablement professionnelle de ces populations. Et donc on voit qu'on a en tout cas un très fort développement de ces métiers du livre dans la génération née entre 1801 et 1825, donc active plutôt entre 1825 et 1850, ce qui correspond à ce développement avec les premières constitutions libérales cantonales d'un tissu d'imprimerie et de librairie relativement important. Et puis on voit apparaître donc, une recrudescence évidemment de l'éditeur en tant que figure dotée d'une certaine autonomie à partir de la fin du XIXe siècle. Les autres caractéristiques que je signalerai, évidemment la très forte endogamie, hein, on peut voir que près de 30% de cette population de 202 personnes hein, renvoie à des figures dont les ascendants étaient déjà actifs dans le monde du livre, une absence quasi complète des femmes, il y en a 3 sur 212, une surreprésentation, c'est justement un point d'interrogation parce que on a finalement assez peu de statistiques comparatives sur la présence des métiers du livre dans les régions protestantes et catholiques. On aurait tendance à dire qu'il y en a beaucoup plus dans les régions protestantes, chose qui reste encore assez largement à vérifier et qui, je pense, est assez sujet à pondération en fonction de certaines régions et en fonction de certaines périodes historiques. Mais là, disons, sur de nouveau ma population des métiers du livre tels qu'ils figurent dans le dictionnaire, on a environ 65% de protestants contre 23% de catholiques. De nouveau, il faudrait affiner les choses par période, mais on a probablement une surreprésentation des protestants dans le corps du dictionnaire. Concentration des lieux de formation et d'apprentissage. Donc, on voit évidemment émerger surtout la France et l'Allemagne. Pour la France, surtout Paris et Lyon comme lieu de formation et d'apprentissage. Donc ça peut être des lieux de formation aussi bien liés à l'imprimerie ou à la librairie. Et puis un certain nombre de villes allemandes qui reviennent avec une récurrence un peu moindre par rapport à Paris. Et puis la pluriactivité qui reste quand même une constante, mais également une assez grande mobilité professionnelle. Ça, c'est un élément qui, je trouve,
à la fois essentiel à introduire, et ce n'est pas toujours facile techniquement, dans ces masques FileMaker, parce que ces masques FileMaker présentent finalement une image qui est relativement statique de ces portraits individuels, et il faut véritablement tenir compte de cette mobilité professionnelle aussi bien en termes géographiques, les gens, les libraires changent de lieu, les imprimeurs, c'est évidemment parfois un tout petit peu plus compliqué s'ils sont propriétaires d'imprimerie. Donc mobilité spatiale, mais aussi mobilité professionnelle, dans la mesure où des libraires vont ensuite mettre davantage l'accent sur l'activité éditoriale. Et donc là, il y a également des processus de spécialisation qu'il faudrait pouvoir mieux repérer. Encore une fois, cette base permet plus de soulever certaines questions que d'apporter une photographie qui soit plus ou moins objective. Autre élément aussi à relativiser, ou en tout cas à relier à la spécificité de ce dictionnaire, on voit qu'il y a une très forte activité politique, donc 21% de cette population exerce des activités politiques, soit à l'échelon communal, soit à l'échelon cantonal, plus rarement au niveau fédéral. Alors ça, c'est probablement un biais du fait que, justement, s'ils ont été choisis dans le dictionnaire, c'est notamment pour leur activité politique, plus que pour leur activité typographique ou éditoriale. Très forte implication dans le monde de la presse et le lien très fort entre l'activité syndicale et l'activité politique par la représentation assez importante des typographes. Et puis on voit que tous ces personnages ont également des activités économiques qui dépassent leur champ d'activité, pas seulement au sein de l'imprimerie, mais souvent dans le secteur des transports, dans le domaine de l'énergie, voire de la banque, avec également des activités culturelles qui peuvent recouvrir des domaines qui sont relativement larges. Donc là, encore une fois, ce serait l'invitation à développer de manière plus intense ces pistes. Le réseau international est évidemment un des aspects qui est particulièrement spectaculaire. Donc là, j'ai repéré un certain nombre de personnages et on voit que cela recouvre une période, des périodes qui sont relativement variées, donc des personnages qui migrent à Paris, soit pour s'y établir complètement, soit pour établir une succursale. C'est le cas notamment de Arthur de Lachaud, Gustave Payot qui va être à la base de Payot Paris, Albert Sguira, comme vous le savez, va s'installer à Paris dans les années 1930 avant de revenir à Genève au moment de la guerre. On a aussi quelques figures qui s'établissent dans d'autres espaces géographiques, mais elles sont plus rares. Bon, la figure la plus importante, c'est Ulrico Höppli, donc un alémanique qui va faire toute sa carrière professionnelle à Milan et qui va devenir un des éditeurs italiens les plus importants de la première moitié du XIXe siècle. Les gens du livre s'installant en Allemagne sont plus rares. Et cela recouvre généralement une période qui est relativement limitée. On a évidemment on a également aussi beaucoup d'immigrés, d'hommes du livre, alors allemands qui viennent en Suisse, soit à la fin du XIXe siècle, en lien avec la politique de répression menée par Bismarck, soit évidemment en lien avec l'avènement
l'émergence du nazisme à partir de 1933. Là, évidemment, beaucoup d'éditeurs allemands vont, souvent d'ailleurs, transiter par la Suisse pour ensuite regagner, disons, d'autres terrains, qu'il s'agisse de la France ou des États-Unis. Dernier élément, tout cela devrait évidemment être travaillé avec d'autres sources documentaires. Une ressource qui devient particulièrement intéressante pour nous sur le plan historique, c'est la presse numérisée. La presse numérisée à la fois par rapport aux ressources que représentent les nécrologies, mais aussi les annonces, qui recèlent évidemment beaucoup d'informations, en tout cas pour le repérage de ces acteurs, à défaut d'avoir évidemment dans ce type d'informations des éléments plus substantiels sur les parcours. Il faudrait travailler sur les archives des associations professionnelles, mais malheureusement celles-ci ont été mal préservées. Il y a eu déjà passablement de dégâts entre le moment où j'ai travaillé pour ma thèse et la période contemporaine où un certain nombre de documents, malgré mon travail de sensibilisation, ont tout simplement disparu à la suite de déménagement. Les annuaires et les indicateurs commerciaux, il existe dans les principaux pays une feuille officielle suisse du commerce qui permet aussi de repérer un certain nombre de choses. Il y a les biographies, on en parlait hier par rapport à un autre sujet. Je pense qu'il serait intéressant de travailler sur ces biographies d'éditeurs qui constituent presque un genre en soi, même si en Suisse, ce genre, pour autant que l'on puisse parler ainsi, apparaît relativement tardivement, donc à partir des années 1980, donc concernerait une population qui n'a pas été prise en compte dans la petite enquête que je vous ai présentée. Et puis, cela vaut alors également pour une période beaucoup plus contemporaine. Il y a cette présence surtout des éditeurs, c'est moins le cas pour les imprimeurs ou pour les libraires, mais on pourrait peut-être repérer à cet égard d'autres métiers liés au monde du livre, dans les médias. Alors les médias électroniques, je pense à la radio et à la télévision, qui constituent des gisements qui sont de plus en plus accessibles aux chercheurs, qui peuvent donner des informations intéressantes. Il y a également la photographie dans le cadre de ma thèse. J'avais pu réunir aussi un certain nombre de photographies justement soit liées aux associations professionnelles, soit liées à certaines figures individuelles. Et ça, finalement, c'est un matériel qu'on peut aussi peut-être faire parler, évidemment avec une grille d'analyse qui reste à construire, pour essayer de dégager un portrait de groupe qui soit également le plus riche possible sur le plan qualitatif. Mais évidemment, là, on a un matériel qui est par définition extrêmement fragmentaire et partiel. Donc voilà un petit peu, je clôt ici cette présentation un peu express sur à la fois un état des lieux et, je vous disais, un peu un portrait de groupe bricolé qui peut peut-être donner des idées sur comment conduire ces grandes enquêtes prosopographiques sur ce milieu a priori extrêmement hétérogène que constitue celui des métiers du livre. Voilà. Merci. Merci beaucoup.